Chamonix. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. Et à l'heure de la COP21, la conférence mondiale sur le climat, le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, a vivement critiqué le plan autoroutier du gouvernement qui prévoit notamment l'élargissement de l'A480 en Isère qui passerait en 2 fois 3 voies. La ville de Grenoble a déposé un recours gracieux auprès du ministre pour demander l'abandon de ce projet. Nous parlerons aussi du Festival international du film de montagne d'Autran. Le coup d'envoi de la 32e édition sera donné ce soir. 38 films sont en compétition avec un thème cette année autour du son. La directrice du festival, Anne Farrer, est l'invitée de ce journal. Enfin, un mot de météo avec toujours un beau soleil d'automne. Quelques nuages d'altitude sont à prévoir ce soir. Température toujours douce pour la saison, jusqu'à 12 degrés en plaine. C'est une des autoroutes urbaines les plus engorgées. L'A480 autour de Grenoble connaît d'importants bouchons, notamment aux heures de pointe. Alors, dans le cadre du plan autoroutier voulu par le gouvernement, cette autoroute devrait enfin être élargie. Un projet contesté notamment par Éric Piolle. Le maire écologiste de Grenoble trouve cela incohérent, notamment au moment où l'on se penche sur le réchauffement climatique. Une position que ne partage pas l'élu de droite Mathieu Chamussi. On les écoute. Il y a plein de choses à faire, d'aménagement, de bretelles, etc. Il y a plein de choses à faire pour améliorer la circulation. Mais encore une fois, ne ratons pas les enjeux. Le deuxième gros enjeu, c'est le conseil régional qu'il porte avec l'amélioration des voies ferroviaires, des trains du quotidien. C'est le report sur le tramway, c'est le covoiturage, c'est les autoroutes à vélo intercommunales. C'est tout ça qui va nous faire avancer. Améliorer les conditions du contournement de Grenoble, c'est permettre au trafic de transit de ne plus passer par la ville. C'est donc moins de pollution dans la ville et plus de capacité de développer les modes doux et notamment le vélo dans la ville. L'interrogatoire des 12 accusés des meurtres de Kevin et Sofiane se poursuit devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère. Vous le savez, l'enjeu de ce procès est d'en savoir plus sur le déroulement des faits. Mais vous allez le voir, la partie civile et notamment la maman de Kevin doute de connaître un jour la vérité sur ce drame. Et les familles des victimes sont excédées. Les détails avec Jean-Christophe Solari. Effectivement, Pauline, au fil des jours, les familles des victimes entendent des accusés plus ou moins amnésiques qui reconnaissent à peine avoir été présents sur les lieux de la rixe et avoir eu un rôle secondaire dans l'affrontement. Hier, c'était Abderrahmane Deli qui ne conteste pas, lui, avoir été présent sur la dernière scène de l'affrontement, mais seulement pour s'expliquer avec Benjamin Bolo. Benjamin Bolo, un ami de Kevin et Sofiane, qui s'était battu, il est vrai, avec son frère dans l'après-midi. Ce que Benjamin Bolo, d'ailleurs, a confirmé lors de son témoignage. Et Abderrahmane Deli, qui connaissait Kevin et Sofiane, il a joué au foot avec eux dans les mois qui ont précédé la rixe, et il se serait enfui après avoir vu quelques personnes s'acharner sur Sofiane. Le problème, c'est qu'il n'est pas en mesure d'identifier ceux qui ont mis des coups mortels à Kevin et Sofiane. Et donc, pour la mère de Kevin Noubissi, eh bien, cette attitude des accusés est tout simplement consternante. Ce que j'ai entendu le plus ce matin, c'est « je ne me rappelle plus, je sais pas ». Peut-être, si c'est écrit, peut-être que je l'avais dit, mais je ne me rappelle plus, je ne crois pas. Alors, c'est sur ce ton monocorde. Donc, il n'y a pas d'émotion, il n'y a aucune reconnaissance des faits. Quand il y en a une, c'est plus pour se protéger de la détention possible, mais pas une empathie. Mais parlons pas d'empathie, bien sûr, on n'y a jamais cru et ça nous relèverait pas. Mais on espère toujours qu'il leur reste un soupçon d'humanité. Alors, s'il est sans doute vrai qu'il y a une réelle difficulté à dire qui a fait quoi lors de cette rixe extrêmement brève, extrêmement violente, mais il y a aussi une pression forte de la part de certains accusés sur d'autres pour que les langues ne se délient pas. Merci beaucoup Jean-Christophe Solari, qu'on en a retrouvé devant le palais de justice de Grenoble. Merci. Cette information à lire sur notre site internet France 3 Alpes. Le prédicateur d'une salle de prière de Marnat en Haute-Savoie a été écroué à Bonneville. Cet imam autoproclamé est soupçonné de radicalisme et d'endoctrinement. Il avait été visé par une perquisition administrative le 26 novembre dans le cadre de l'état d'urgence.
Et puis cette information révélée par nos confrères du Dauphiné Libéré, Amar Thioune, président de SOS Racisme en Rhône-Alpes, et par ailleurs 18e sur la liste iséroise de Jean-Jacques Kéran, pour les régionales, a été mis en examen pour viol et violence sur conjoint. Amar Thioune se défend et évoque le contexte politique, à savoir donc les élections régionales qui approchent. Économie à présent, la compagnie du Mont Blanc a racheté les parts de Megève dans la société des remontées mécaniques, et ce pour un montant de 14 millions d'euros. Un rachat et des promesses à la clé. La compagnie du Mont Blanc entend moderniser les remontées. Il s'agit aussi de repenser le domaine skiable pour améliorer l'offre touristique. Ingrid Panet-Duparc et Serge Aurette. Le constat était clair pour la municipalité de Megève. Un parc vieillissant, des remontées mécaniques à renouveler et une faible capacité d'investissement. Depuis janvier 2015, la commune et la compagnie du Mont Blanc ont donc entamé les négociations. Ce qui a été discuté dans les projets, c'est 80 millions d'investissements qui sont prévus dans les années à venir sur notre domaine skiable. En proposant à la compagnie du Mont Blanc la délégation de service public de son domaine skiable, la station de Megève rentre désormais dans la grande stratégie du leader français des remontées mécaniques. Après la reprise du domaine skiable des Ouches, la compagnie du Mont Blanc s'étend désormais à tout le périmètre Mont Blanc. Le fait d'avoir un délégataire privé, il ne faut pas que ça effraie qui que ce soit, parce que toute la force de la collectivité, elle est dans ce que va imposer la collectivité à son délégataire. Et je pense qu'on a sûrement des exigences plus pointues et plus rigides avec un délégataire que ne peut l'avoir un maire avec une SEM dans laquelle il est PDG. Pour Madame le maire, c'est un peu le soulagement, même si les opérations et montages restent encore à négocier. Pour l'opérateur de Chamonix, c'est bien plus qu'un partenariat commercial et un engagement financier important. C'est une expérience inoubliable. Nous, l'idée, c'est ça, c'est de dire on a le produit, on va vous vendre ce produit-là et vous allez vivre une expérience globale. Vous allez commencer à Megève, notamment l'été, venir ensuite à Chamonix pour voir la haute montagne. Et l'hiver, le produit ski de Megève, en fait, est différent, puisque c'est du ski plus relié, est différent de celui qu'on offre à Chamonix. Et donc, on va essayer de faciliter les transferts entre les deux pour que les gens aient une expérience complète autour du Mont Blanc. C'est ce qu'ils appellent Mont Blanc Unlimited, une sorte de package qui vise la clientèle sportive et internationale de Chamonix et l'atout shopping et authenticité de Megève, une stratégie globale touristique à l'échelle du pays du Mont Blanc. Les lignes électriques sont les ennemis numéro 1 des oiseaux et pour cause, souvent ils ne les voient pas. Alors ERDF et la Ligue de protection des oiseaux multiplient les actions pour limiter les accidents. Exemple en Isère avec le reportage de Sophie Pellerin et Yves Maréglot. On les filme plus souvent dans une nacelle en haut des poteaux au lendemain des tempêtes. Aujourd'hui, ces agents de RDF jouent à la perche avec une ligne 20 000 volts pour y accrocher des balises réfléchissantes. Ouais, c'est ça là. Un côté rouge, un côté jaune, et ça permet aux oiseaux de voir la ligne et ça évite les collisions. À ce même endroit, ce rapace nocturne, espèce protégée, a été retrouvé mort il y a quelques mois. Ici, donc, le riverain là, nous a signalé déjà d'une part un grand-duc, un hibou grand-duc qui s'est électrocuté sur l'interrupteur qu'il y a derrière, sur la ligne. Et ensuite, quelques oiseaux de plus petite taille qui ont percuté les fils. Cette action de sécurisation est la deuxième menée cette année en Isère dans le cadre de la convention entre ERDF et la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux. La première, c'était dans le secteur du Trièves, donc la commune de Monestier-du-Percy. Et là, c'était une autre espèce, c'était la cigogne blanche. Et c'est un peu différent parce que c'était pendant la période de migration. Mais c'est pareil, c'est des espèces c'est des individus qui sont très grands et qui voulaient se poser sur les poteaux électriques et qui ont été électrocutés en se posant sur les poteaux. 7 cigognes mortes le même jour. Les poteaux ont donc été équipés de perchoirs. Dans ce secteur du Trièves, lors de la nouvelle migration à la fin de cet été, aucun décès de cigogne n'a été constaté. Suite de notre série sur les risques sismiques dans les Alpes. On le sait, ce risque est très important et les tremblements de terre de faible intensité sont quotidiens dans notre région. Il y a aussi les séismes que personne n'a oubliés d'Annecy à Corançon dans le Vercors. Série préparée par Renaud Gardette et Maxime Kemener. Il y
Hier matin, un épouvantable grondement a réveillé les habitants à 5h45. La terre tremblait. Les croix se sont 25 avril 1962, le village de Corançon-en-Vercors est frappé par un séisme d'une magnitude 5,3. C'est l'un des plus gros tremblements de terre dans les Alpes. Le tremblement de terre a duré une dizaine de secondes, une éternité. L'horloge marque désormais l'heure du drame. Réveil en catastrophe donc la nuit dernière pour les habitants de la région d'Annecy. Vers 2h du matin, la terre a tremblé. Voitures endommagées, cheminées effondrées, vitres cassées, murs fissurés. L'heure est à l'inventaire et au nettoyage. Les gens tremblaient. J'ai cru que la maison allait s'écrouler. Un autre événement a marqué les esprits. Le 15 juillet 1996, une faille souterraine lâche d'un coup dans la nuit à quelques kilomètres d'Annecy, dans le village d'Épagny. L'église est entièrement fissurée. Elle est aujourd'hui réparée. Le séisme d'une magnitude 5,2 a eu lieu il y a presque 20 ans, mais les habitants s'en souviennent comme si c'était hier. On dirait c'est comme un coup de tonnerre que ça a pété. Mais c'est incroyable quoi, comme ça. C'est comme une bombe quoi. Ça a éclaté et ça m'a mis en sursaut quoi. Bon, voilà. On se demande ce que c'est. Nous on avait cru que c'était quelqu'un qui était rentré dans le mur du magasin et puis après on s'est bien rendu compte que c'était autre chose. Moi j'ai le souvenir d'un très grand bruit. Mon mari m'a tout de suite dit c'est un tremblement de terre, donc on a vite quitté la maison, on est sortis. Et tous les gens étaient dans la rue. Au-delà du traumatisme, les autorités ont pris au sérieux cette menace sismique. Un plan de prévention a été adopté ici. L'architecture parasismique est obligatoire. Certaines zones sont classées inconstructibles par la mairie qui a elle aussi été entièrement reconstruite. Nos populations ont été un petit peu perturbées pendant une dizaine d'années, mais nous on en tient compte, hein, même pour nos établissements publics. Il faut savoir que ça a quand même un coût sur les équipements publics qui sont de l'ordre de 5 à 10%. Les Alpes sont l'une des régions les plus sismiques de France. Les tremblements de terre de faible intensité sont quotidiens. Les autres, ceux de magnitude 6 ou 7, sont plus rares, mais possibles. Les pompiers se préparent donc régulièrement à un scénario catastrophe. Mais en amont, comment se protéger? Quels sont les bons comportements en cas de forte secousse? Le jour où il y a une secousse, la première secousse, il est important de rester là où on est pour être en sécurité, rester dans son lit si c'est la nuit, rester dans sa maison si c'est la journée, ne pas évacuer tout de suite parce qu'il peut y avoir des objets qui peuvent tomber, donc se mettre à l'abri sous une table par exemple, sous un linteau de porte et seulement évacuer une fois que la première secousse aura eu lieu. Prochain épisode de notre série, départ dans la Chartreuse enneigée pour comprendre l'origine des séismes. Et nous poursuivons ce journal avec le Festival international du film de montagne d'Autran en Isère. Il débute aujourd'hui, il a débuté ce matin même. Et pour en parler, je reçois Anne Ferrer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de ce festival dont c'est la 32e édition. Et quel est le thème cette année? Alors cette année, le thème, c'est les cimes sonores. On a choisi de se pencher sur la question du son. Quels sont les sons qu'on peut entendre en montagne? Qu'est-ce qu'on recherche aussi comme sensation sonore quand on se promène en montagne? Et puis aussi se pencher sur la question des sons des films, les bandes sonores, tout le côté professionnel en fait, avec des gens qui travaillent vraiment dans le milieu du documentaire. Quelles sont les prises de son sur les difficultés quand on est dans une paroi? Et puis les bandes sonores des films. Pourquoi ce thème en particulier? Qu'est-ce qui vous intéresse? En fait, chaque année, on essaie d'avoir au festival un thème un petit peu original qui sorte un peu des sentiers battus et ça nous donne l'occasion effectivement d'ouvrir des portes sur le volet professionnel. Et puis on se fait plaisir, on a mis des concerts, on a mis un ciné-concert. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient le son. Aujourd'hui, il y a même des gens qui font de la montagne en faisant de la musique, les Flying Frenchies, qui arrivent à faire de la slackline en jouant de la trompette, enfin du saxo ou des choses comme ça. Et du coup, on se fait plaisir aussi. 38 films en compétition? C'est ça. Et vous en avez reçu combien? On en a reçu plus de 300 cette année. On a été vraiment surpris par le nombre de films soumis au festival en sélection. 165 l'année dernière, plus de 300 documentaires. Donc c'est un comité de sélection qui visionne tout ça. Et comment ils sont choisis ces films alors? On a plusieurs critères, un équilibre de sélection, bon évidemment la qualité et puis le sujet, la réalisation. Et puis aussi on tient à ce qu'Autran ouvre un large regard sur la montagne. Qu'on n'ait pas que des films effectivement d'expédition ou que des films d'aventure, mais aussi des films qui présentent la montagne sous tous ses aspects. C'est-à-dire? L'expérience artistique, scientifique,
Voilà, on a des artistes, on a des choses. Voilà, c'est vraiment ceux qui travaillent en montagne, ceux qui vivent aussi de cet environnement naturel. Vous êtes collé aussi à l'actualité puisque vous avez une soirée ce soir. Vous allez parler de la COP21, en tout cas. Vous allez faire une soirée en lien avec cette COP21, cette conférence sur le climat. Voilà, tout à fait. On ne pouvait pas passer à côté, faire un petit clin d'œil à cette COP21 en ce moment et parler effectivement de cet environnement qui évolue. Tout particulièrement ce soir, on aura des invités qui connaissent très bien soit les pôles, soit les glaciers dans les Alpes, et de parler un petit peu de l'évolution de ces milieux et à quoi ressembleront ces territoires dans 50 ans, dans 100 ans. Quel est le public de ce festival ? Très varié. C'est vrai qu'on a essentiellement des gens qui viennent aussi en séjour. On a la chance d'avoir un festival qui a les pieds dans la neige, donc c'est vrai que les gens viennent 2-3 jours, allient les salles obscures et l'extérieur. En ce moment, c'est magnifique, on a du soleil et de la neige. Et c'est vrai que les gens aiment bien ne pas être que dans les salles. On propose aussi beaucoup de sorties, beaucoup d'animations, des ateliers en extérieur, et ça permet de mixer un petit peu les publics qui se rajeunissent. Il y a aussi le Festi-Trail du samedi qui attire 700 coureurs. Donc là, ça va être un beau trail blanc cette année, les pieds dans la neige. Est-ce que vous constatez une amélioration de la qualité des films qui vous sont proposés, que vous regardez ? C'est vrai que cette année, sur les 300 films, c'est plutôt des bons films. On est surpris, c'est pas au détriment de la qualité. Après, on voit parfois que la technique prend le dessus sur le sujet. C'est pas forcément un critère de sélection pour nous. La technique n'est pas forcément un critère. Il faut qu'il y ait une alliance entre la technique et le sujet. Et voilà, il y a des très bons films. En tout cas, dans les premières réalisations, on a une section compétitive première réalisation. On trouve que la qualité augmente nettement. Donc vous invitez tout le monde à venir à Autran, en Isère, sur le plateau du Vercors, sous la neige et le soleil. C'est parfait. C'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup Anne-Ferrière d'être venue sur notre plateau. Merci. Des vitrines en trompe-l'œil pour lutter contre la désertification des centres-villes. Cette idée simple et originale est visible à la Tour du Pin en Isère. Les façades des boutiques vides ont été habillées afin d'égayer les rues et attirer de nouveaux investisseurs. Reportage Cédric Picot et Florine Hébart. La devanture est prête, mais pour l'ouverture, il faudra encore un peu patienter. Bienvenue devant l'un des 5 commerces en trompe-l'œil du centre-ville de la Tour du Pin. Installées depuis quelques jours, ces vitrines se sont déjà fondues dans le paysage. Sur le principe, oui, j'aime bien, effectivement, pas avoir des choses comme ça inhabitées, autant mettre de la couleur et quelque chose qui anime un petit peu, oui, pas de problème. Ah ben c'est pas mal, ça fait de l'animation plutôt qu'une vitrine fermée. Voilà. La vitrophanie permet de rhabiller la devanture d'une boutique vide pour quelques centaines d'euros. Grâce à ces façades réalistes, le linéaire reste harmonieux dans les rues du centre, une illusion qui ravit les vrais commerçants. Quand vous avez comme voisin un magasin qui est fermé, qui n'est pas forcément appétissant, c'est mauvais pour l'image de votre boutique. C'est d'abord les commerçants qui sont riverains de ces 5 boutiques, qui seront peut-être 10, je l'espère, l'année prochaine. C'est d'abord eux les premiers bénéficiaires et leur clientèle. Rhabiller les devantures, un élément de la politique de revitalisation du centre-ville pour la mairie et la communauté de communes. Sur chaque trompe-l'œil, un contact permet aux éventuels repreneurs de se manifester. Pour les élus, l'objectif final est bien de rouvrir ces commerces. C'est une stratégie globale qui intègre tout et qui permet effectivement aux commerçants en place de voir qui est susceptible de s'installer, à nous de nous battre pour qu'ils viennent s'installer, et aux investisseurs de voir comment ils seront installés. L'opération d'habillage des vitrines pourrait se poursuivre en 2016 dans cette autre rue du centre. À la Tour du Pin, 10% des boutiques sont aujourd'hui fermées, une situation que la ville partage avec bon nombre de communes de la région. Et on termine ce journal avec du sport et notamment du football. Le TG a été battu par Le Havre hier soir 2-3. Les buts sont signés Gimbert et Mousset pour Le Havre, Keita et Campanaro à la 64e minute pour le TG. Les Hauts-Savoyards sont actuellement 12e du classement de Ligue 2 avec 21 points. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr. Tout de suite, la météo puis l'édition nationale. Ce soir, à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Je serai là demain à midi. Passez une très